suis la meuf de personne. Oh putain, comment elle a dit ça? Ça n'est pas évident quand on vous voit comme ça, les uns à côté des autres. Mais vous avez tous un point commun. What does one have to do to get some kindness in this family? In time, she will give up her fight and bend. Bonjour et bienvenue dans ce À l'affiche 100% série. Confinement et télétravail oblige, il est chaudement recommandé de s'octroyer quelques petites pauses séries télé. Au programme, les Thelma et Louise du nord de la France, une adaptation très libre d'Agatha Christie et même Lady Di. Bonjour Sonia Patricelli. Bonjour Laure. Alors avant de dérouler ces titres, on va commencer par la série No Man's Land qui est sur le conflit syrien à voir sur Arte. C'est entre thriller géopolitique et drame familial. Oui, tout à fait. Alors, la fine fleur des scénaristes israéliens et français nous replonge en 2014 dans l'enfer de la guerre en Syrie. Nous suivons Antoine, joué par Félix Moati, jeune ingénieur français convaincu d'avoir aperçu sa sœur, incarnée par Mélanie Thierry, dans un reportage à la télévision, alors qu'il la croyait morte dans un attentat terroriste au Caire quelques années plus tôt. Il va partir à sa recherche en s'engageant auprès des combattantes kurdes en Syrie. Regardons. Il est là, papa? Qu'est-ce qui se passe? Faut que je vous parle d'Anna. Elle est morte dans un attentat terroriste au Caire. T'as toutes les preuves là, tous les témoignages. Tu le sais que c'était elle? Ils sont plus trompés. C'est bizarre cette ressemblance. T'as vu ce que t'avais envie de voir, c'est tout. Si elle était pas morte en fait. Allô? C'est moi, c'est Antoine. Je suis en Syrie. Antoine, je t'en supplie, faut que tu sortes de là tout de suite. Je suis venu chercher ma sœur. T'as fait une belle connerie en venant ici. C'est vraiment pas le bon jour pour rejoindre Daesh. J'ai rien à voir avec Daesh, moi je vous jure. Imaginons que ce soit vraiment elle. Ensuite, il se passe quoi? C'est le point de vue qui vous a plu, Sonia? Oui, car c'est un peu l'anti-bureau des légendes, cette série de Canal+, dont on a beaucoup parlé dans cette émission. En fait, cette fois-ci, on n'est pas aux côtés d'espions professionnels et du coup assez froids, mais en pleine émotion, car c'est une traversée intense de la guerre syrienne vue à travers les yeux d'un civil assez ignorant finalement de Daesh et du combat des Kurdes. L'histoire est racontée comme un puzzle avec des flashbacks, des antagonismes, des scènes de guerre très réalistes. On croit aux personnages, explorés sans manichéisme d'ailleurs, que ce soit de jeunes Anglais engagés dans Daesh ou des jeunes femmes engagées dans le combat des Kurdes. Une nouvelle fois d'ailleurs, je voulais le dire, Souheila Yacoub, vue dans Les Sauvages, incarne avec brio le personnage d'une combattante kurde qui est tiraillée par la cause et les sacrifices qu'elle impose. No Man's Land, pour moi, est à la fois complexe et romanesque, et c'est une justesse qui tient à la mise en scène de la série. D'ailleurs, une saison 2 est en cours d'écriture, à voir très très vite sur Arte et déjà disponible sur arte.tv. Alors, un autre de vos coups de cœur, Sonia, c'est Cheyenne et Lola, qui est sur OCS à partir du 24 novembre. Oui, alors là, c'est l'histoire d'une amitié entre deux filles fauchées, mais très intelligentes et qui veulent se sortir de leurs conditions. Cheyenne, crâne rasé, est incarnée par l'actrice belge Verle Bettens, que l'on a déjà vue dans Alabama Monroe ou encore Au-delà des murs. Elle incarne un personnage qui sort de prison et qui fait les ménages sur les ferries entre la France et l'Angleterre. Face à elle, Charlotte Lebon joue Lola, une Parisienne imprévisible, azimutée, qui suit son petit copain Gourouf dans le nord de la France. Alors on est clairement dans un polar noir, social. C'est un portrait tout en nuances des laissés pour compte, mais il y a un ton drôle et décalé à la fois. C'est vraiment ce que j'ai aimé, ce mélange des genres fait qu'on lorgne plutôt du côté du film d'action féminin que d'un Ken Loach. Et c'est très malin parce que ça permet à la scénariste Virginie Braque d'aborder des sujets difficiles, l'immigration clandestine, la prostitution, les trafics en tout genre, sans tomber dans les clichés. Bref, c'est impossible de ne pas se prendre d'affection pour ces deux nanas. À la réalisation léchée Eshref Rebrouk, je vous laisse découvrir d'ailleurs quelques anecdotes de tournage de la part des actrices. 4 mois très intenses du côté de Cherbourg qui ont laissé des souvenirs. Je suis toujours pas mariée, mais je suis prête. J'ai une grande confiance en l'avenir. T'es chez moi ici. T'es prête? À quoi? À tout. Fini de se faire arnaquer, maltraiter, abuser. Vous croyez quand même pas que ce serait gratuit, hein? Faut qu'on fasse le ménage.
y avait des vraies scènes très intenses. Quand elle me tape vraiment. Parce que tu le voulais. Parce que je le voulais, mais voilà, c'est quand même, ça reste éprouvant, même si je le voulais. Les scènes de rupture, certaines scènes de rupture qu'on a eu à faire ensemble, elles étaient très dures. Tu es psychopathe. Mais je suis formidable quand même. Et comme le réalisateur aussi, il avait ce désir de vouloir garder ce naturel, en fait, de garder cette espèce d'esprit naturaliste tout au long du tournage. En fait, ça se joue dans des détails qui sont vraiment pas anodins quand on doit les faire. C'est-à-dire, genre, par exemple, la scène où on tient le corps de Karine, qui a eu un accident, et qu'on met dans le coffre de la BM. En fait, c'était vraiment une petite femme qu'on avait en balle. Mais elle était vraiment lourde, quoi. Tu vois. Et les deux, on devait la traîner, et ça a été très, très dur. Ça a été on a fait genre je ne sais trop combien de prises, parce que je voulais l'avoir en une seule prise. Finalement, il l'a montée en deux, il a fait un jump cut. Oh merde, putain! D'accord que là, t'as un peu besoin de moi quand même. Bon, c'est tout moi, ça. Je fais n'importe quoi. C'est ma marque de fabrique. Alors, la famille des SVOD s'est agrandie. Oui, les plateformes SVOD, donc c'est ces plateformes de streaming qu'on peut consulter sur nos tablettes et nos écrans. Donc, une petite nouvelle, elle s'appelle Salto. C'est le mariage des groupes TF1, France Télévisions et M6. Avec cette plateforme, vous avez accès à une vingtaine de chaînes au total. C'est la première plateforme française alliant télévision et streaming. Une interface assez facile à utiliser parce que j'ai essayé. On y trouve 10 000 heures de programme pour un premier mois d'abonnement gratuit, puis 6,99 € par mois, ce qui est en fait pour un écran le même prix que pour Canal+ séries ou Disney+. Je me suis intéressée plus particulièrement aux séries. Les feuilletons, certains feuilletons sont disponibles 2 jours avant leur diffusion sur les chaînes. Il y aura des créations originales. On nous annonce par exemple Germinal en tournage dans le nord de la France. Quelques séries inédites, la saison 4 de Fargo, arrachée à Netflix, et l'adaptation pour M6 du célèbre roman d'Agatha Christie, Ils étaient 10. On va en parler dans un instant. On verra avec le temps si cette offre n'arrive pas un peu tard par rapport à ses concurrents qui sont déjà depuis un petit moment bien installés sur le marché, d'autant plus que qu'on pourra retrouver ces séries pour la plupart sur les replays des différentes chaînes, sachant que les Français payent déjà la redevance. Est-ce qu'ils voudront payer 2 fois? C'est un peu la question qui va se poser. On vous sent un peu sceptique sur cette nouvelle plateforme, mais elle a été lancée quand même avec une série originale, vous le disiez à l'instant, c'est Ils étaient 10, vous l'avez découverte. Oui, alors c'est l'adaptation contemporaine du célèbre roman d'Agatha Christie, Les 10 petits nègres, qui a changé récemment son nom en Ils étaient 10 pour ne choquer personne. 10 personnes sont invitées sur une île déserte qui abrite un hôtel de luxe. Elles sont coupées du monde, chacun a commis un crime et va devoir payer pour ses crimes. On connaît cette histoire, mais là on le voit, l'accent ne se situe pas dans une île anglo-normande, mais bien dans les Caraïbes, et se déroule de nos jours plutôt qu'au siècle dernier. C'est un casting alléchant, Marianne Denicourt, Romane Boringer, Samuel Le Bihan, Guillaume de Tonquédec, pour ne citer que. Voilà, bon. Une fois que ça s'est dit, pour autant, le jeu des acteurs, malheureusement, ne suffit pas à combler les lacunes de la mise en scène. J'ai pas eu la frousse une seule fois, alors que je suis plutôt quelqu'un à regarder un film d'horreur avec un oreiller pour me cacher des scènes horribles. La mécanique des meurtres et des flashbacks, elle est bien trop mécanique, ce qui fait qu'on s'ennuie un peu. En fait, je me demande si le format du slasher, qui fonctionne très bien au cinéma, est vraiment adapté à un format série. Alors, vous allez nous parler aussi de la saison 4 de The Crown qui est disponible dès le 15 novembre sur Netflix. Est-ce qu'elle tient toutes ses promesses cette fois? Oui, alors avant tout, je voulais rappeler que The Crown est une excellente série sur la monarchie britannique qui nous fait observer Buckingham Palace par le petit trou de la serrure. Les saisons précédentes étaient très reliées, très centrées sur la vie publique et privée de la reine Elisabeth II. Dans cette nouvelle volée de 10 épisodes d'1 heure, 2 autres femmes font leur apparition. Lady Di, incarnée par la très ressemblante actrice britannique Emma Corrin, aussi juste d'ailleurs en ado séductrice qu'en princesse fragile, et la dame de fer Margaret Thatcher, interprétée par Gillian Anderson, qui traque sa chevelure rousse de X-Files pour le brushing moumouté des années 80. Seul bémol parfois difficile à regarder, tellement elle est dans les mimiques et elle prend une voix d'outre-tombe.
Alors, on croit tout connaître quand même sur la monarchie britannique, mais la force de cette série, c'est de présenter des moments qui sont méconnus. Oui, et c'est vraiment ce que j'ai aimé. Par exemple, le week-end de Diana à Balmoral Castle, lorsqu'elle séduit toute la famille royale, dépeinte comme un nid de vipère, mais pas le prince Charles. Les face-à-face entre la reine et la première ministre, une héritière face à une fille d'épicier qui se livre à des discussions très âpres sur la politique, notamment sur la politique étrangère, quand la reine soutient des sanctions contre le régime d'apartheid en Afrique du Sud, mais Thatcher pense que ce serait contre-productif pour le Royaume-Uni. Et puis un épisode entier est centré sur la vie de Michael Fagan, l'homme qui est entré par effraction dans la chambre d'Élisabeth II. C'était en juillet 1982. Si le fait divers est réel et avait révélé d'ailleurs une énorme faille de sécurité, la reine n'a pas eu une longue conversation avec cet homme, ce père divorcé au chômage, à côté des mesures très strictes budgétaires de Margaret Thatcher. Alors ça, c'est The Crown saison 4. On va se quitter d'ailleurs avec quelques images de la série qui donnent envie. C'est la fin de cette émission. En tout cas, merci à vous, Sonia. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt sur France 24 et vous pouvez retrouver l'émission sur notre site internet et tous nos réseaux sociaux. À très vite. How many times can this family make the same mistake? I am the sun and paying the consequences each time. Of nothing in particular. All I want is to be loved. It's all any of us want from you.